qu'on reprenne, qu'on ne se mette pas trop en retard. On va démarrer avec cette première table ronde, mais avant la table ronde, et ce sera le cas pour chacune de ces tables rondes aujourd'hui, je vous propose de regarder une petite vidéo. Pour moi, je dirais un jeune, c'est jusqu'à 30 ans, après t'es plus jeune. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ose et qui ne suit pas forcément, on va dire, ce que la société a dicté. Pour moi, un jeune, c'est quelqu'un qui cherche encore, qui tente un peu de tout, qui veut faire la fête, mais qui veut aussi être sérieux. C'est quelqu'un en général qui étudie. Et c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui est jeune. Enfin, pour moi, un jeune, c'est un individu qui sait s'amuser, qui profite du mieux qu'il peut. Quelqu'un de pas vieux. Pour moi, c'est un âge intermédiaire entre le passage de l'enfance à l'adulte. Donc je dirais, ça varie pour tout le monde, mais peut-être entre 14 et du coup 18 ans, je dirais. On arrête d'être jeune à quel âge? Je vais bientôt avoir 25 ans, donc je le vis assez mal. Je le vis assez mal, donc je dirais que bientôt, c'est bientôt la fin, quoi. 27, 28, 29, 30. La trentaine, c'est vraiment tes vieux. Si j'étais président de la République, qu'est-ce que je ferais pour les jeunes? Qu'est-ce que je ferais pour les jeunes? Ça, c'est une bonne question. Alors déjà, le repas 1 € pour le Crous, ce serait reparti. Je leur donnerais plus d'aide. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des situations de précarité. Plus d'aide, plus de droits. Leur donner le droit à la parole, par exemple, qu'ils puissent s'exprimer sur des sujets ou quoi. La jeunesse souffre peut-être d'être, moins entendue. Enfin, je pense que ça a toujours été un problème de jeunes. On a toujours cette sensation que vis-à-vis des politiques, il n'y a rien qui est vraiment entendu, que personne nous écoute. La politique est constituée de gens âgés qui ne comprennent rien aux jeunes et donc qui n'adaptent pas les villes, les infrastructures publiques ou les écoles pour les jeunes. Si j'étais président, je mettrais sûrement plus de budget dans l'éducation. Pour les jeunes, ce que je ferais si j'étais présidente, des aides, notamment des trucs bêtes pour le transport, pour les logements, le Crous, etc. Je leur donnerais un peu plus d'argent parce que c'est galère un peu. Alors moi, si j'étais président de la République, remonter la bourse. Enfin, pas pour le moment, attends. Non, attends. Premièrement, je vais étudier le cas des jeunes en décrochage scolaire. Comme ça, voilà. Étudier le souci avec les jeunes et puis après, voir qu'est-ce qu'on peut avoir leur avis. Voilà. Surtout avoir leur avis, faire des sondages et ensuite essayer de mettre en place un dispositif qui pourra les aider. Voilà, ouais, c'est bien ça. Après, voilà, ça va inclure la bourse et tout ça. Mais oui, pas parce moment, que c'est dur. C'est un bon début, mais... C'est dur, c'est très dur. Bien, on va commencer cette première table ronde sur la question des conditions de vie, des inégalités territoriales, de la précarité. On a entendu le mot dans la vidéo. C'est pas une question nouvelle, mais c'est une question qui mérite d'être toujours réinterrogée. On a fait référence plusieurs fois depuis le début de la journée à la pandémie. On pourrait parler de l'inflation, du coût de la vie qui change. Bref, il y a des situations nouvelles qui apparaissent. Pour essayer de poser cette question, le principe de la table ronde, comme des tables rondes aujourd'hui, ça va être de faire état d'abord et avant tout de travaux de recherche et d'enquête. Et aussi d'entendre ce qui se passe sur le terrain à travers la parole d'un certain nombre d'acteurs
de terrain. Ce sera le cas pour cette première table ronde avec vous, Lara Obermeyer. Vous êtes directrice de l'accompagnement dans l'association COP1 Solidarité étudiante. Et je vous donnerai la parole après qu'on ait entendu une première fois les chercheurs et les chercheuses. Et on commencera avec vous, Anne-Cécile Cazot. Vous êtes chargée d'études et de recherche à l'INJEP. Sociologue, deux autres sociologues avec vous, Mélanie Gambino qui est maîtresse de conférence à Toulouse, à l'université Jean Jaurès, et Samir Hadj Belgazem qui lui aussi est maître de conférence en sociologie mais à l'université de Saint-Étienne. On commence avec vous, Anne-Cécile Cazot. Je crois que vous voulez partager avec nous les résultats d'une enquête sur ces questions précisément de précarité. Oui, donc merci beaucoup. En effet, je travaille à l'INJEP sur des questions liées aux vulnérabilités des jeunes, les politiques sociales de jeunesse. Et cette année, en 2023, j'ai conduit une recherche sur la précarité étudiante, dont il a déjà un peu été question pendant cette matinée, avec cette idée que la jeunesse est multiple, qu'au sein de la jeunesse, les étudiants et les étudiantes ont peut-être été un peu vus comme un groupe plus privilégié que d'autres. Et pourtant, justement, ces dernières années, de plus en plus de travaux s'alarment ou s'inquiètent de la situation de précarité qui est vécue par les jeunes qui sont en études. Je me suis intéressée à cette question en menant une enquête qualitative, donc par entretien, auprès de 43 étudiants et étudiantes en Île-de-France, de 18 ans à 29 ans, en licence, master et en BUT, avec comme première question, qu'est-ce que c'est que cette précarité ? De quoi est-ce qu'on parle ? La précarité étudiante, elle a pour difficulté pour la saisir. On essaie d'articuler à la fois des réalités objectives, des conditions de vie liées au logement, au niveau de ressources, à l'accès aux aides, et puis des réalités plus subjectives, notamment dans le ressenti. Qu'est-ce que ça fait de manquer, de ne pas avoir assez, d'être en situation de souffrance peut-être par rapport à ça, et comment est-ce que ça s'articule avec le lien social qui peut être effrité ou même disparaître dans ces situations. Et on le voit dans la vidéo, les jeunes ou les moins jeunes à qui on pose la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire, se disent il faut plus d'aide en fait. En ce moment, c'est dur, la vie est plus chère, le logement est difficile, notamment en Île-de-France, et on pourra y revenir. L'alimentation est chère aussi, et donc on manque d'aide, et les aides qui existent, et c'est ce que je vois dans mon enquête, sont peu connues, mal connues, ou parfois vues comme difficilement accessibles. Par exemple, les universités mettent en place des aides d'urgence pour les personnes qui en auraient besoin. Dans mon enquête, je rencontre des jeunes, notamment des étudiantes, qui savent que ça existe, mais en même temps, il n'y a pas nécessairement de guichet où aller. Au niveau des CROUS, parfois, il n'y a plus de bureau. Il faudrait appeler ou passer par un email. Il faudrait obtenir une réponse. Ça décourage. Et ensuite, il faut remplir des questionnaires, des cases, se mettre en récit, se raconter, arriver avec des fiches de paie ou une manière d'attester de sa situation, etc. Et tout ça, ça semble beaucoup décourager les jeunes à qui j'ai pu parler, qui se disent... On a besoin d'aide, on ne sait pas exactement vers qui se tourner, où aller, et ça, justement, ça fait partie de la précarité. Et la méconnaissance et la difficulté d'accès aux aides existantes. S'agissant des jeunes étudiants, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je vous fais part d'une impression, qui est une impression d'enseignant depuis un certain nombre d'années dans l'enseignement supérieur, qui est que la part d'étudiants et d'étudiantes qui travaillent à côté de leurs études pour précisément tenter de régler ces questions de précarité s'est accrue considérablement. Est-ce que vous avez des données là-dessus ? Oui, tout à fait. Donc, sur les 43 personnes à qui moi j'ai pu parler, par exemple, c'est vraiment presque 90% qui travaillent ou ont travaillé, parce que le rapport au travail, il est parfois assez intermittent, c'est-à-dire choisir de travailler énormément l'été pour pouvoir moins travailler pendant l'année, ou essayer de trouver des contrats plus courts. Parfois, on a envie de travailler puis on trouve pas de contrat. Certains étudiants, certaines étudiantes n'ont pas réussi tout de suite à trouver un emploi qui pouvait vraiment se caler avec leurs études. Mais en effet, la grande majorité dépendent de ces ressources-là pour pouvoir finir les fins de mois. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement des personnes dont la famille peut vraiment les aider au niveau qu'il faudrait pour pouvoir vivre
confortablement. Et parfois, de la même manière, les aides ne peuvent pas non plus prendre le relais. Donc, il faut travailler. Et ça vient dégrader aussi les conditions d'études et créer des conditions de vie parfois plus difficiles pour ces étudiants. Mélanie Gambino, vous avez mené une enquête plus spécifiquement sur le logement. Alors, Anne-Cécile Cazot parlait de la situation du logement en Île-de-France en particulier, qui est très tendue, très délicate, mais même ailleurs, ça ne doit pas être facile non plus. Je crois que vous avez plutôt travaillé sur d'autres territoires. Oui, c'est le cas. Alors, si la ZAPET fonctionne, non. Si, pardon, ouais, voilà. En effet, donc comme je suis pas sociologue, je suis géographe. Bon, les frontières sont poreuses, mais donc ce qui veut dire que globalement, je travaille d'abord en regardant les territoires et posant des questions de localisation, de spatialisation. Et je voulais apporter à votre éclairage le fait que le rural est bien diversifié, mais il y a deux grandes cartes qui permettent d'identifier ce dont on parle. Donc vous avez une carte avec plutôt des fonds verts. C'est une carte qui véritablement réhabilite l'espace rural en France, au sens où le seul indicateur qui est utilisé pour repérer l'espace rural qui est en dégradé de vert sur la carte, c'est la densité de population et la faible ou très faible densité de population. Donc vous avez sur cette carte un tiers d'habitants qui sont situés dans l'espace rural. Mais ce n'est pas la carte la plus utilisée, c'est une carte, comme je dis, qui réhabilite l'espace rural, parce que la carte et les documents qui permettent de localiser et de faire la différence entre urbain, périurbain, rural, c'est la carte que vous avez dans les fonds jaunes et qui met en évidence les aires d'attractivité des villes. Globalement, c'est une géographie de l'emploi et des mobilités quotidiennes vers l'emploi, donc des pôles d'emploi et des couronnes dans lesquelles des habitants circulent quotidiennement pour aller travailler, revenir chez eux, ces fameuses mobilités domicile-travail. Cette géographie de l'emploi et de la mobilité, elle laisse du blanc, comme vous le voyez, je l'espère, sur la carte. Et c'est dans ce blanc que l'INSEE identifie le rural, qu'elle a, il y a quelques décennies, appelé le rural profond. Tout ça est assez peu représentatif des populations rurales et des jeunes ruraux, j'y viens, auprès desquels j'ai travaillé. Donc globalement, quand on travaille sur l'espace rural, on travaille sur une diversité de situations. Ce dont je vais vous parler, c'est plutôt des jeunes qui sont donc dans des espaces marqués par de la moindre densité de population. Certains d'entre eux sont dans de la densité très faible, dans des départements ruraux comme le Lot, où on a des densités qui sont autour de 15 habitants au kilomètre carré. Mais nous travaillons aussi sur des espaces ruraux que vous identifiez plutôt comme du pavillonnaire marqué par de la distance, des lotissements, du périurbain éloigné dans lequel on a des densités moindres, mais autour de 30 ou 20 habitants au kilomètre carré, les couronnes de ces pôles d'emploi. Donc nous avons mené une enquête qualitative, l'objectif étant d'essayer de renseigner les besoins, les attentes en matière de logement. Et donc ce dont on se rend compte, c'est que en effet, on retrouve des difficultés d'accès au logement, mais surtout la diversité des espaces ruraux ne permet pas de cibler exactement les difficultés. C'est-à-dire que les espaces ruraux, et notamment les espaces qui sont marqués par de la très faible densité de population, sont identifiés comme des espaces dans lesquels il n'y a pas de tension sur le logement, il y a peu d'habitants. Au contraire, nous avons enquêté dans des territoires qui sont marqués par une mise en tourisme très forte, notamment dans le nord du Lot. Nous avons enquêté dans des petites villes étudiantes, donc dans lesquelles, comme Cahors ou comme Foix, nous avons des petits campus de 500 étudiants. L'accès à un logement décent est extrêmement difficile et les jeunes consacrent un budget très important pour des conditions de logement qui peuvent souvent être considérées comme mauvaises, voire insalubres. Donc ça, c'est un premier résultat de cette enquête qualitative. Le deuxième résultat important, c'est aussi la méconnaissance des acteurs locaux. Donc, étant géographe, nous travaillons aussi sur des questions d'urbanisme et d'aménagement. Nous nous sommes adressés à ceux qui portent les politiques locales de l'habitat et forcé de constater qu'il y a une méconnaissance de ces publics jeunes qui sont vus à travers des grandes figures existantes, celles que tu as citées notamment, le public étudiant, mais qui ne reflètent pas la diversité des situations. Et l'autre public des espaces ruraux plutôt de très faible densité de population, ce sont les saisonniers. Mais ce sont deux grandes figures qui, en effet, ont des difficultés pour se loger, mais ça ne résume pas les parcours et les attentes des jeunes en milieu rural en matière de logement. Donc là encore, on est souvent prisonnier des catégories les plus
les plus visibles, parce que c'est vrai que les étudiants, on en entend plus souvent parler. Les saisonniers, ça peut faire l'objet de reportages régulièrement dans les journaux, mais ce qui fait une grande partie quand même de cette jeunesse rurale, elle vous semble davantage invisibilisée? La question n'est pas de la question de la visibilité. On aurait pu dire ça il y a une quinzaine d'années, mais il y a quand même des travaux et il y a quand même des publications qui réhabilitent cette jeunesse rurale. Et ce que je ferais ressortir, c'est plutôt une méconnaissance globalement des modes d'habiter. Et une lecture des modes d'habiter des jeunes ruraux assez simpliste, c'est-à-dire des jeunes qui seraient particuliers parce qu'ils vivent loin. Non, au contraire, ils ont des modes d'habiter qui sont marqués par la mobilité, qui sont marqués par la volonté de faire des études ou de s'insérer assez rapidement sur le marché de l'emploi. Donc je dirais plutôt que c'est une jeunesse dont les modes d'habiter sont vus par le prisme de l'urbain, c'est-à-dire des modes d'habiter urbanisés et dont on a du mal à comprendre qu'ils ne sont pas forcément spécifique, mais que se déplacer ou se loger se décline particulièrement quand on habite dans un territoire qui est marqué par de l'éloignement, de la distance physique, mais quand même des liens sociaux, et qui est marqué aussi à certains endroits par un tissu socio-économique particulier. Les jeunesses des espaces ruraux sont des jeunesses dont les modes d'habiter, dont les besoins en matière de logement sont fortement impactés par le tissu socio-économique, notamment par la tertiarisation de l'emploi et la mise en tourisme de l'espace rural. Mais il y a aussi des jeunes ruraux qui sont plutôt désavantagés, et ça a été dit en introduction, parce qu'une des particularités de l'espace rural, c'est que c'est un espace où la démographie est vieillissante, encore plus que le portrait à l'échelle nationale que l'on nous a dressé ce matin. Donc ces jeunes ne sont pas invisibilisés, ils se sentent désavantagés par rapport à d'autres groupes d'habitants, les personnes âgées, les retraités et les résidents temporaires, c'est-à-dire les résidents secondaires ou les touristes. Donc en effet, c'est pas forcément un problème d'invisibilisation. Il y a aujourd'hui, je pense que ma présence y participe, il y a une mise en visibilité, il y a une réhabilitation des espaces ruraux et des jeunesses rurales. Par contre, à l'échelle locale, il y a une difficulté à accompagner ce public en particulier, à connaître ses usages et à décliner, donc en matière de logement, des politiques de l'habitat qui prennent en compte les besoins et les attentes des jeunes. Une des attentes importantes, c'est un besoin d'accompagnement qui ne concerne pas que l'accès au logement ou la gestion du logement, mais un accompagnement beaucoup plus global, beaucoup plus transversal. C'est-à-dire que les questions d'accès au logement, de gestion d'un budget, d'aide financière, d'aide administrative, s'accompagnent en milieu rural en particulier d'une demande d'accompagnement de la mobilité vers le lieu d'études, vers le lieu d'emploi, vers le lieu du stage, et un accompagnement aussi d'une complexité à se loger qui fait que de nombreux jeunes ruraux essaient de tenir 2 logements en même temps, voire même 3 si on considère le logement des parents. Donc un accompagnement plus transversal, plus global, parce qu'on accompagne la recherche et être dans un logement, s'accomplir à travers l'accès au premier logement notamment, mais un besoin d'accompagnement et de compréhension aussi de ce qui permet de s'autonomiser dans un contexte où il faut aussi se déplacer et trouver la bonne distance entre des contraintes sociales, familiales, le lieu du logement et le lieu des études ou de l'emploi. Merci. Je passe la parole, Samiraj Belkacem, pour, j'imagine, apporter encore une autre facette. On voit qu'on déconstruit complètement cette catégorie jeune. On l'a dit tout à l'heure déjà, parce que ça concerne des âges différents, mais ça concerne des lieux d'habitation très différents. En fait, ça renvoie à des réalités sociales extrêmement contrastées. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors du coup, moi je pense que je vais essayer aussi d'apporter les résultats dans un premier temps d'une enquête et puis ensuite effectivement de discuter peut-être plus généralement après d'autres aspects. Mais j'ai mené une enquête collective avec un collectif qui a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle L'épreuve de la discrimination, qui a été une enquête collective qui a été coordonnée par Julien Talpin. Et je vous restituerai brièvement du coup les résultats en fait de cette enquête qui a été menée en France principalement et avec quelques zooms aussi dans d'autres pays, en particulier Londres, le Canada et les États-Unis, et avec 9 villes françaises
dans le nord de la France, en région parisienne, en région lyonnaise, aussi Bordeaux, etc. Et dans des QPV, donc les quartiers populaires, pour le dire, pour une expression voilà, qui renvoie à la fois à des cités de logements sociaux, voilà, qui sont peuplés majoritairement par des classes populaires, et donc auprès d'une population là aussi un peu différente. C'est pas une enquête spécifiquement sur la jeunesse, mais sur les habitants. Il se trouve qu'on a dans notre échantillon une bonne part effectivement on va dire de 16-40 ans. Mais bon, voilà, là on coche plus toutes les cases entre guillemets de l'âge biologique, de l'âge social. Mais l'idée c'était de montrer autour d'une enquête qui s'est intéressée à la question de la discrimination, mais vue à travers 3 critères. Des critères bien sûr qui sont ajustés aussi en lien avec les réflexions et la littérature déjà existante sur le sujet, qui concernent à la fois les questions ethno-raciales, religieuses et territoriales. Voilà, pour les quartiers en politique de la ville, c'était ce qui faisait du sens, et aussi sur une réflexion qui portait aussi sur des enjeux de territoire. En fait, cette question des discriminations, souvent étudiée d'un point de vue général à des larges échelles, on voulait aussi voir qu'est-ce que ça donnait en fait sur des territoires spécifiques. Donc c'est une enquête de terrain qualitative avec des entretiens, des observations plutôt auprès d'initiatives, d'acteurs associatifs, de collectifs qui se sont mobilisés. Ça a aussi conduit à sélectionner des villes où il se passait quelque chose, sachant que ça c'est plutôt déjà l'exception que la règle. Majoritairement, voilà, il y a peu de villes à l'échelle municipale qui se saisissent vraiment et qui ont une vraie politique de lutte contre les discriminations, qui l'engagent en tout cas, et peu de villes aussi où il y a des collectifs qui se mobilisent. Donc par rapport à cette enquête on était autour de 250 entretiens. On a pu observer déjà par rapport au récit, puisque l'enquête n'entrait pas directement sur des récits de discrimination, parce que c'est des sujets sensibles qu'on n'aborde pas forcément d'un premier abord, mais visait plutôt à renseigner, à informer sur les conditions de vie dans le quartier. Et bien sûr, quand on se présentait des récits ou des situations, on essayait de développer ces sujets. Et par rapport justement à ces 3 critères dans les récits qu'on a pu produire, on avait déjà à peu près 50% de discrimination ethno-raciale qui concernait vraiment le cœur en fait des récits. Donc ensuite, on avait les discriminations religieuses qui étaient à 12%. Et les discriminations territoriales qui étaient juste en dessous de 10%. Donc là aussi, on s'est questionné parce qu'effectivement, l'expression même de discrimination n'a pas été employée par tous les enquêtés. Bien sûr, c'est une retraduction des chercheurs sur ces questions-là. On a constaté quelque chose qui est important sur ces enjeux de lutte contre les discriminations dans ces quartiers, comme cela a été exprimé. C'est aussi ce cumul en fait particulier qui conduit des fois à banaliser, en fait, puisque quand on subit énormément de discrimination, on est confronté à un problème particulier qui est il faut choisir en gros ce pourquoi on va agir et ce qu'on va laisser passer. Et ça conduit aussi à des récits de banalisation. Donc à l'inverse un peu de certains discours qui disent on entend les gens se victimisent, non, à l'inverse, les gens banalisent en fait les expériences de discrimination parce qu'ils en vivent de manière très massive. Donc ça, c'était un des premiers enseignements. Ensuite, on a axé notre réflexion aussi sur la question de la réponse aux situations, aux faits discriminatoires. C'était un travail déjà qui avait été mené par Michèle Lamont, voilà, une sociologue américaine, avec plusieurs terrains là, plutôt internationaux. Avec cette question autour des réponses, ce qui nous intéressait aussi, c'était de sortir de cette logique un peu de forme de passivité. Et on a pu constater qu'il y avait 3 réponses qui ressortaient principalement, composer avec, s'opposer dans une logique plus individuelle,
et une dernière dans une logique plus collective, c'est-à-dire s'engager donc rejoindre un collectif, rejoindre d'autres acteurs, voilà, pour agir contre ces situations. Donc là aussi, majoritairement, à plus de 62%, on a des personnes qui plutôt font avec, composent avec, s'adaptent, ont des stratégies d'adaptation, voilà, qui sont diverses, hein, bien sûr. Généralement, on est plutôt dans des logiques voilà, d'hyper-correction. Ça veut dire que, eh bien, on va essayer de se confronter, de répondre aux normes dominantes, à faire profil bas, comme on peut dire, etc. Mais on a aussi une partie des personnes qui s'opposent. Alors bien sûr, tout dépend du type de discrimination, de la situation discriminatoire. Ça peut être des situations où bien sûr les personnes sont interpellées directement et ça suscite aussi une réaction directe. Mais là aussi, ces situations-là ne sont pas simples à comprendre, à analyser. Des fois, des personnes nous disent en fait, j'ai réalisé a posteriori, des fois une semaine après, longtemps après, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'était joué à ce moment-là. Donc, en fait, les personnes font une enquête aussi. Elles ne tirent pas des conclusions hâtives. Généralement, on n'aime pas même mener des conclusions hâtives qui conduisent à ce type de voilà, de conclusion. Et donc là aussi, c'était un des enjeux que de voir que les registres aussi n'étaient pas exclusifs. On a des personnes qui, des fois, effectivement, s'adaptent, font avec, et puis des fois s'engagent aussi. Donc dans les parcours de vie, on peut observer des situations où la personne passe de formes d'adaptation à des formes d'engagement ou d'opposition. Et bien sûr, des fois, c'est aussi concomitant. Ça veut dire que dans certains cas, la personne va rien faire, mais elle va se mobiliser pour d'autres types de situations. Pour essayer de faire bref, j'indiquerai aussi que parmi les institutions qui ont été jugées les plus discriminantes, dans les discours, on a eu l'école qui est revenue parmi nous enquêtés à 42%, à 30% la police, et à 3-4% la justice. Donc là aussi, bon, des spécificités qui tiennent au territoire et à la situation et aux conditions de vie dans les quartiers populaires. Et je terminerai juste pour préciser qu'effectivement, parmi la jeunesse, les questions à la fois d'études et d'école étaient très importantes. Les questions aussi d'insertion sur le marché du travail, d'arriver à avoir un emploi, et même en situation d'emploi, arriver en fait à connaître une évolution d'emploi comparable aux autres personnes, et bien évidemment aussi les relations liées au contrôle, notamment par la police, qui sont remontées aussi parmi voilà, les expériences de discrimination dans cette enquête. Merci. Lara Obermeyer, je vous passe la parole. Donc vous êtes directrice de l'accompagnement d'une association dont vous allez peut-être commencer par nous dire un mot, COP1 Solidarité étudiante. Oui, alors COP1 Solidarité étudiante, c'est une association donc étudiante par et pour les étudiants qui a été créée pendant la période de Covid, donc il y a 3 ans. Le but, c'est de lutter contre la précarité étudiante sous toutes ses formes. Donc au début c'était beaucoup des distributions alimentaires et puis maintenant nos panels d'action se sont vraiment élargis et on essaye d'aider les étudiants sur tous les aspects de leur vie. C'est une association qui est nationale aussi, on est sur une dizaine de villes en France et on vient d'ouvrir aussi en Martinique et voilà. Ce que je peux commencer par dire peut-être, c'est qu'on a mené aussi une enquête avec l'IFOP. En fait, chaque année à COP1, on fait des enquêtes pour un peu mesurer déjà nos actions et pouvoir aussi un peu faire un profil en fait, des étudiants qui viennent à nos distributions alimentaires et à nos autres actions. Donc le but de cette enquête-là, qui a été menée pendant l'été 2023, c'était de comparer en fait la population étudiante générale à la population étudiante qui vient à nos distributions alimentaires. Et on a constaté que la moitié des étudiants rencontrent de grandes difficultés en France. Et donc c'est vraiment ce qui ressort de notre enquête. Et ça va vraiment en lien avec ce qu'on observe aussi sur le terrain, que nos distributions sont remplies en quelques minutes,
qu'on a une sursollicitation sur nos réseaux sociaux, que du coup on s'agrandit et qu'on s'implante dans plein de nouvelles villes en France par des demandes des étudiants. Donc du coup, pour nous, ce qui est très important à Copain, c'est aussi de voir la précarité étudiante comme vraiment un phénomène global. C'est ce que vous avez aussi dit, que ça ne concerne pas que la précarité alimentaire, mais aussi vestimentaire, les démarches aussi administratives, et que aussi il y a toute une vision aussi de la vie étudiante qui est aussi à repenser, parce qu'on imagine des personnes qui peuvent sortir tout le temps, qui peuvent être en études, etc. Et puis la réalité, c'est qu'il y en a énormément, du coup, la moitié des étudiants qui sont dans une grande précarité. Peut-être on pourrait montrer le graphique. Oui, voilà. Donc, ce graphique-là, il est du coup issu de l'enquête qu'on a fait avec l'IFOP. Et donc, ça permet de voir, en fait, qu'il y a énormément d'étudiants qui, à cause de l'inflation, mais ça aussi, bon, je pourrais y revenir plus tard, mais on observe que la précarité étudiante n'est pas du tout liée qu'à des crises. Donc nous, on a été créé pendant le Covid, donc lié à la crise du Covid. Maintenant, avec l'inflation aussi, il y a une énorme demande des étudiants pour venir à nos distributions alimentaires. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on observe depuis très longtemps. Enfin, depuis les 3 ans qu'on existe. Et puis même moi, en parlant avec des personnes aussi plus âgées, ces personnes-là me disaient aussi qu'à leur époque, ils vivaient la même chose. Et donc, du coup, on voit que sur l'ensemble des étudiants, la moitié des étudiants donc, ont déjà supprimé certains repas et ont réduit les portions ou la quantité de leurs repas à cause de l'inflation. On a eu aussi du coup des témoignages d'étudiants qui nous racontaient qu'ils substituaient certains repas par des yaourts ou des boissons chaudes. Et on observe aussi une grande banalisation de ces réductions alimentaires, notamment justifiées par le fait de travailler tard ou de ne pas avoir le temps de manger le midi à cause des cours ou de leur emploi étudiant. Et donc, ils ne vont pas s'alimenter. Voilà. Et donc après, par rapport à ce que Anne-Cécile aussi disait, par rapport aux démarches administratives, et que aussi tout ce que vous avez dit, que la précarité étudiante, elle est vraiment, elle est multidimensionnelle. Nous, c'est aussi ce qu'on constate en fait sur le terrain, et c'est pour ça qu'on a progressivement élargi nos actions. Maintenant, on fait aussi de l'accès à la culture, au sport. On fait aussi des ateliers de sensibilisation, de prévention des étudiants. Mais aussi des ateliers aussi pour essayer de les accompagner dans leur insertion professionnelle. Et donc tout ça, on le fait gratuitement. Et oui, et aussi le dernier point que j'aimerais mettre en lumière, c'est l'isolement des jeunes, qui ressort vraiment de notre étude de cette année, où la moitié des étudiants en fait disent se sentir toujours ou très souvent seuls. Et nous, à Copain, du coup, on a mis en place plein d'activités conviviales. Par exemple, on a des festins qui sont organisés toutes les semaines où on va manger, cuisiner avec les étudiants. Et à ces repas-là, il y a vraiment énormément de fois où des étudiants sont venus nous dire après, en nous remerciant et en nous disant que c'était la première fois en plusieurs mois qui n'avaient pas partagé un repas avec des personnes ou partagé un moment convivial avec d'autres personnes de leur âge. Merci. On prend encore un tout petit peu de temps pour échanger et puis on donne la parole à la salle pour des questions. Bon, on a entendu à travers toutes ces enquêtes sur la précarité un certain nombre de réalités. Puis par ailleurs, l'enquête que Samir a présentée sur les discriminations, moi j'ai envie de voir comment les deux s'articulent. Dans quelle mesure la discrimination produit de la précarité. Être discriminé, c'est pas simplement ressentir quelque chose, c'est aussi avoir une difficulté à trouver un logement, une difficulté à devenir étudiant, une difficulté à accéder à certaines démarches administratives peut-être. Donc je ne sais pas si vous avez les uns les autres des éléments qui nous permettent de lier au fond ces deux dimensions dont vous avez parlé de façon juxtaposée jusqu'à présent.
Donc oui, tout à fait. En particulier dans mon enquête, pour ce qui est des étudiants et des étudiants qui viennent de l'étranger, qui viennent en France pour faire leurs études, et justement qui peuvent témoigner dans leur trajectoire de moments qu'on peut qualifier a posteriori de discrimination. C'est intéressant parce que le terme est ressorti dans mes entretiens en parlant à certaines personnes. Je pense notamment à une étudiante qui vient du Maroc et qui a travaillé pendant plus d'1 mois sans contrat et qui, à force de demander à son employeuse d'avoir un contrat de travail, a entendu « Ah, mais en fait, tu es étrangère, donc je ne te ferai pas de contrat ». Et s'est rendu compte qu'elle venait de travailler 1 mois un peu gratuitement, enfin, sans protection, sans contrat, et qui était déstabilisée par ce traitement. Je l'ai aussi entendu dans des trajectoires d'étudiants étrangers qui, à la recherche de logement, ont l'impression que c'est plus dur pour eux, sans les garants, sans le bon dossier, sans les bonnes pièces. Voilà, que c'est déjà difficile de se loger en Île-de-France, mais c'est encore plus le cas quand on n'a pas de réseau, quand on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et dans ces cas-là, ça mène à des situations assez fragilisantes d'hébergement, peut-être par des proches au sens assez large, et des situations qui sont très instables parce que beaucoup... ça peut conduire quand même à une fin assez abrupte. Et certains des étudiants qui ont eu des situations d'hébergement les plus difficiles se sont retrouvés à dormir dans une gare, dans un centre d'hébergement, à vraiment vivre quelque chose de très loin de ce qu'ils avaient en tête quand ils pensaient à leur vie étudiante, et voilà, qu'ils qualifieront pour certains de discrimination, en tout cas de traitement différentiel, d'une forme d'injustice, d'une forme de frustration très grande, en tout cas. Voilà. Ça, c'est pour les étudiants. Maintenant, on comprend que les étudiants étrangers, parce qu'ils n'ont pas de réseau, etc., ont des difficultés, mais Samir parlait aussi des discriminations ethno-raciales, par exemple, qui ont des conséquences concrètes pour des jeunes français qui ont pourtant une famille là autour d'eux, etc. Je ne sais pas qui veut... Oui. Moi, sur la question des discriminations, je ne me prononcerai pas en tant que spécialiste. Ce que je peux dire, c'est que quand on parle de jeunesse rurale, on évoque souvent l'auto... les jeunes s'empêchent de faire certaines choses, donc ils ne se mettent même pas en situation d'être discriminés, en fait. Donc des jeunes qui vont privilégier une insertion rapide sur le marché de l'emploi local et ne pas faire des études, justement pour ne pas s'exposer à des difficultés d'accès au logement, à des difficultés d'échec scolaire, qui vont avoir peur d'aller à la ville. Donc c'est pas de la discrimination, mais en tout cas il y a un contexte sur les discriminations territoriales qui fait qu'il peut y avoir des freins que les jeunes se mettent eux-mêmes. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, parce que tu as cité des chiffres qui mettaient en évidence que la discrimination territoriale venait peut-être un peu après. Alors en fait, c'est à égalité presque avec les discriminations religieuses, mais effectivement la première, c'était les discriminations ethno-raciales. Ouais, donc c'est un élément, je trouve, intéressant à articuler à la question, à la lecture territoriale, puisque urbains, ruraux sont souvent présentés comme opposés, alors qu'on voit bien dans le tissu socio-économique, dans les modes d'habiter des citoyens, qu'il y a beaucoup d'interdépendance entre ville et campagne, et que cette fracture territoriale, que cette approche territoriale, elle oppose jeunes urbains, jeunes ruraux, alors que de nombreux jeunes ruraux, saisonniers, jeunes ménages, sans enfants, que l'on rencontre dans nos enquêtes, mettent bien en évidence qu'ils ont des problématiques similaires parfois à des jeunes des grands ensembles, notamment cette question de l'autocensure, mais aussi cette question des ménages modestes, en fait, qui vont privilégier l'insertion par le travail, les liens familiaux, et qui vont rester dans des territoires où ils ont des liens. Et donc cette idée de la précarité des jeunes, elle est sans doute à comprendre aujourd'hui, parce que la capacité que nous avons à accompagner ces liens, à accompagner un étudiant étranger, à loger un étudiant étranger dans un petit campus comme la ville de Foix, c'est très difficile. Et donc cette capacité que nous avons à accompagner les liens que les jeunes peuvent tisser là où ils habitent, mais là où ils pourraient se projeter, est extrêmement difficile aujourd'hui. Samir Belkacem. Du coup, effectivement, il y a des enjeux à articuler les différentes formes de discrimination, parce qu'il y a des formes de cumulativité, bien évidemment, qui montrent ça sur le fait qu'on vive différentes sortes de discrimination. Bien sûr,
La différence, effectivement, c'est que là, on a pu faire à des discriminations qui sont relatives à ce que j'appellerais des minorités, minorités nationales, minorités religieuses. Et donc parce qu'ils ont la citoyenneté. Du coup, effectivement, la loi prévoit des discriminations légales contre les étrangers, mais a priori pas de discrimination et traite tous les citoyens de la même manière. Donc c'est pour ça que là, je parlais plutôt, quand je travaille sur ces questions-là, des classes populaires minoritaires. Il y a bien sûr parmi les classes populaires des situations de discrimination qui sont les mêmes. Le coût des études, la distance des lieux centraux d'études, des institutions, bien évidemment, ça, c'est des éléments. Alors, la nature des discriminations territoriales varie aussi, bien évidemment, mais on retrouve en contexte de discrimination sociale, territoriale. On oublie aussi de dire, mais y compris dans les territoires ruraux, même si, bien sûr, la concentration, la densité n'est pas la même, mais on retrouve aussi des minorités. Je veux dire, on a tendance souvent à séparer, mais en vrai, quand les études démographiques et les travaux montrent que justement, y compris dans ces territoires-là, c'est des territoires d'implantation, voilà, de primo-arrivants comme de Français minoritaires. Ce qui me semble en tout cas pertinent dans cette réflexion, c'est que bien évidemment, les situations de discrimination à l'emploi, discrimination scolaire, aboutissent à des formes de relégation. Je rajouterai un point sur la question de l'autocensure. Ça fait partie en fait des manières de composer. Donc en fait, c'est l'expérience de discrimination qui fait que dans certains cas, on va bien sûr, en disant je préfère éviter de me retrouver dans une situation de discrimination ou une situation aussi sociale compliquée du fait de ma situation économique, et du coup effectivement opter pour des études courtes. Alors des fois c'est un choix peut-être, mais dans certains cas c'est aussi dans les discriminations à l'orientation scolaire, c'est plutôt une absence de choix. On a des étudiants, des étudiantes qui auraient voulu faire des études plus longues ou qui auraient voulu poursuivre leur scolarité et s'orienter de manière moins précoce. Et ça, dans certains cas, c'est pas possible. Mais de ce point de vue-là, effectivement, ça a un impact et un coût. Et bien sûr que dans les quartiers prioritaires en politique de la ville, on a aussi des situations de grande précarité. Mais là, j'apprends pas grand-chose, puisque les principaux indicateurs de politique de la ville actuels sont plutôt des indicateurs qui concernent la précarité. Merci. Lara Obermeyer, peut-être sur cette question des mécanismes d'autocensure, est-ce que, puisque vous proposez des choses aux étudiants, est-ce qu'il vous arrive de constater que certains sont un peu hésitants à venir vers vous et que ce seraient certains profils en particulier d'étudiants? On sait que le non-recours est quelque chose d'assez massif, le non-recours au RSA, le non-recours, une vaste majorité des gens qui auraient le droit de toucher des aides ne les demandent pas. Vous, c'est un autre type d'aide que vous proposez, mais est-ce que malgré tout, vous pouvez observer une forme d'autocensure de gens qui n'oseraient pas aller vers vous? Oui. Alors, même en parlant autour de moi à des amis qui peuvent être un peu en difficulté, naturellement, je leur propose, vous pourriez venir à des distributions de copains, c'est gratuit, c'est sans condition, il faut juste s'inscrire et venir récupérer assez de denrées pour tenir 1 ou 2 semaines, et ça vous aiderait beaucoup. Et puis, il y a énormément de personnes qui me répondent oui, c'est vrai, mais je préfère laisser ma place à quelqu'un qui serait plus dans le besoin. Après, à Copain, ce qu'on a toujours essayé de faire et ce qu'on va continuer toujours de faire, c'est de toujours faire des distributions alimentaires en dehors des campus universitaires pour qu'en fait ce soit accessible à tous les étudiants et tous les jeunes de moins de 26 ans, quelle que soit leur université, leur école, ou s'ils sont pas encore, s'ils sont plus étudiants mais en emploi par exemple. Donc voilà. Merci. Peut-être il est temps qu'on vous passe la parole pour quelques minutes. On peut prendre 2 ou 3 questions. N'hésitez pas à lever la main et puis un micro viendra vers vous. Allô ? Oui.
Bonjour, Caroline Breillat. Alors moi, je suis de Coutances, qui est une commune rurale, donc on suit en visio aussi. J'ai une collègue qui est en visio. Donc l'idée pour nous, c'était de vous poser 2 questions. La première, qui est celle de ma collègue, sur le facteur de solitude des étudiants dont vous avez parlé, mademoiselle, en disant on observe beaucoup de solitude, donc c'est très peu le profil qu'on imagine de la vie étudiante. Donc est-ce que vous avez des paramètres un peu plus explicatifs, en fait, qu'est-ce qui renvoie sur les paramètres de cette solitude? Et puis le deuxième élément qui vient compléter l'exposé sur les jeunes ruraux, où on a aussi un facteur qui est lié aux familles. En fait, nous, on observe beaucoup et on travaille beaucoup avec les familles aussi de jeunes pour favoriser en tout cas leur émancipation ou leur départ vers l'autonomie, parce que dans l'enseignement supérieur chez nous, il est à minimum à une 40aine de kilomètres de la ville. Et du coup, voilà, c'était une petite remarque complémentaire, mais le jeune n'est pas le seul aujourd'hui déterminant de son avenir, et du coup, en tout cas pour les jeunes ruraux, c'est un facteur plus complexe, en tout cas, parce qu'il ne fait pas appel qu'à sa volonté à lui, mais aussi à sa volonté, à la volonté familiale. Merci. On va peut-être prendre une autre question. Bonjour. Je suis Christophe Moreau, je suis sociologue sur la jeunesse et je me pose toujours cette question quand on regarde les statistiques sur le taux de pauvreté des jeunes. Parce que donc on regarde la part des jeunes qui vivent sous un niveau de revenu médian, mais ça c'est une base fiscale de jeunes qui déclarent leurs impôts, donc c'est pas la majorité des jeunes. Et j'aurais bien aimé qu'on discute un petit peu très concrètement de combien ils ont pour vivre en un mois, est-ce qu'on a des données sur le reste à vivre, ou sur le niveau réel de ressources. Parce que quand on dit qu'on a 20% ou 25% des jeunes sous le seuil de pauvreté, enfin c'est plutôt 20%, ça me paraît complètement erroné d'analyser uniquement ces fichiers fiscaux. Merci. Je ne sais pas qui veut répondre. Je pense que ça va démarrer si vous commencez à parler. Allez, voilà. C'est bon. Pour la question sur la solitude et sur les jeunes ruraux, donc un des éléments, je rapproche du coup les 2 éléments de la question. Il y a beaucoup en effet d'inégalités qui se reproduisent, enfin qui sont reproduites parce que certains jeunes ruraux, mais je pense que, enfin, c'est à comparer avec d'autres contextes. Mais des jeunes que l'on rencontre, les inégalités sont reproduites parce que l'accompagnement repose beaucoup sur l'accompagnement familial. C'est très accentué en milieu rural, mais peut-être dans certains milieux sociaux aussi qui se retrouvent dans des grands ensembles ou en ville. Et donc l'accompagnement familial est assez déterminant. Et il y a aussi des jeunes qui n'ont pas d'accompagnement familial. Et donc là, les inégalités se reproduisent parce que quand l'accompagnement familial sans jugement n'est pas présent, eh ben, on a des inégalités qui se développent, qui se reproduisent, et des situations d'isolement social. Alors, tu as sans doute plus d'infos que moi. Mais quand le soutien psychologique et le soutien matériel de la famille auprès de certains des étudiants quand même, que nous moi je fréquente au quotidien, manque, là on a des situations de solitude qui peuvent être importantes. Oui, et par rapport du coup, et justement par rapport au facteur de l'isolement, déjà il faut essayer de peut-être visualiser les budgets que les étudiants dédient à chaque pan de leur vie étudiante. Donc forcément, il y a le logement et l'alimentaire qui priment toujours, et c'est toujours ce que les étudiants priorisent. Mais après, il y a plein d'autres budgets comme le loisir, les horaires culturels, mais aussi les sorties entre amis, les soins médicaux, etc. Et donc en fait, c'est ces budgets-là, donc soins médicaux et les loisirs, qui vont être réduits à la baisse dès qu'il y a une précarité importante. Et puis après, sinon, nous, parmi les étudiants qui viennent aussi beaucoup à nos distributions alimentaires et aussi aux ateliers qu'on organise, il y en a aussi beaucoup qui sont étrangers, donc ça peut être aussi un facteur, puisque du coup, ils viennent d'arriver en France que depuis quelques mois. Et puis aussi, en plus, du coup, s'ils travaillent, forcément, ils ont moins de temps pour leurs loisirs.
Et par rapport à la question sur l'argent qui reste à vivre, nous juste, après vous pouvez compléter bien sûr, sur notre enquête du coup avec l'IFOP, on a eu comme résultat qu'il y avait 45% des étudiants qui avaient entre 50 € et 200 € par mois après avoir payé du coup leurs charges et leur loyer, et qu'il y en avait 24% qui avaient moins de 50 €. Vous vouliez ajouter Oui, rapidement peut-être. Pour la question de la solitude, je voulais juste compléter en disant que c'était un cercle vicieux qui se mettait en place de ce que je voyais dans les entretiens, c'est-à-dire arriver peut-être à Paris, connaître un peu moins de monde, pas pouvoir participer aux activités sociales parce que ça coûte cher, et que même en renonçant ou en sautant des repas, on ne peut pas tout le temps sortir, participer aux activités, avoir des loisirs. Donc on se referme sur soi, et ça conduit en fait à se sentir seul, à pas demander de l'aide. Et plus ça va, moins on contacte des gens, moins on a de liens. Et donc voilà, la solitude, elle vient aussi de ce cercle-là qui se met en place et qui conduit à beaucoup de souffrance. Et pour le reste à vivre, je suis totalement d'accord, à un niveau du coup plus petit de l'échantillon que moi j'ai rencontré. Le logement et l'alimentation coûtent tellement cher, avec certaines charges liées à l'électricité aussi. On est souvent autour de 100 € de reste à vivre. Après, ce qui peut être un peu compliqué, c'est de trop juste s'attarder sur cette question, parce que le sentiment de manque, de calcul, il peut être très fort, y compris pour des personnes qui ont fait le choix, par exemple, de faire des études en alternance, justement pour sortir d'une forme de précarité connue au moment de la licence, travailler le week-end y compris, faire tout pour avoir un reste à vivre plus important, et pourtant tout le temps encore se sentir à tout moment prête ou prêt à basculer dans le manque, dans l'insécurité, etc. Peut-être moi, par rapport à un complément qui est indiqué aussi et qui est particulier plus généralement aux classes populaires, c'est la question de la famille, qui peut des fois, dans certains cas, être effectivement une ressource, mais aussi en fait un problème. Dans le sens où on est pris par les tâches de famille, les tâches domestiques, on n'est pas dans un contexte en fait d'études confortable, et puis parce que dans certains cas en fait la promotion sociale et certaines études emmènent même à se détacher en fait de certaines habitudes familiales, etc. Et de fait effectivement c'est un double coup, parce que si finalement l'écart qui s'observe entre les classes moyennes ou des classes supérieures, c'est le rôle très important de la famille qui fait des très très fortes différences à résultats scolaires presque équivalents. Et donc quand en plus on doit se détacher de la famille, une famille qui ne peut pas aider financièrement pour avoir une indépendance de logement, etc., et ben ça redouble là aussi le coût, parler là pour le coût des études, mais aussi les coûts de l'entrée dans la vie active, etc. Et un aspect que j'ai oublié d'aborder, mais qui va de pair avec ce qui vient d'être dit, c'est concernant en fait le coût social des discriminations, le coût aussi du point de vue de la santé. Parce que c'est ça qu'on ne mesure pas, mais on le dit, l'isolement, c'est de la souffrance psychique, des problèmes de santé mentale, etc. Donc ne pas traiter ces questions-là de discrimination, ne pas traiter ces questions de précarité, c'est augmenter aussi d'autres coûts. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est des fois pas suffisamment mis en avant. Les conséquences pour la société, bien sûr, à l'échelle de la santé, mais à toutes les autres échelles, en fait. Merci. D'autres... peut-être prendre deux autres questions. Oui. Oui, c'est bon. Ok, donc bonjour. Allez-y. Guillaume, je travaille au service ado jeunesse de la Fédération Léo Lagrange. Et moi, ça m'a marqué ce que vous disiez sur les festins organisés par copains, où vous aviez des retours sur... c'était non seulement pouvoir accéder à un repas, mais simplement pour pouvoir passer des moments ensemble. Ma question, c'est est-ce que vous avez des retours suite, notamment au Covid, où en fait on a eu beaucoup moins de lieux de socialisation, de fêtes, où les jeunes pouvaient se retrouver. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et comment est-ce que du coup
la précarité joue là-dessus. Est-ce qu'on a de nouveaux lieux où les jeunes peuvent se retrouver? Est-ce que c'est revenu un peu ces lieux de fête où ils peuvent, où il y a de la joie, etc. Ou alors on est resté encore dans cette situation qu'on a vécue dans le Covid? Voilà. Merci. Une autre question? Bonjour, je me présente, je suis informatrice jeunesse sur la ville de Nanterre. Moi, je voulais rebondir sur plusieurs choses, notamment sur tout ce qui est l'accompagnement, l'engagement, les discriminations. En fait, moi, je me pose la question en fait, sur la place de l'éducation nationale là-dedans. Parce qu'en fait, limite, il pourrait même être avec nous aujourd'hui, parce que ça commence des petits. Le jeune, il grandit, mais c'est des choses qui se sont passées des petits, qui commencent des petits. Et limite, même le ministre, tout ce qui est lié à la famille, ce que vient dire monsieur Belkacem, c'est très important. Parce que nous, dans les villes, donc moi, c'est les quartiers aussi politiques de la ville, que je connais un petit peu plus. Voilà, je me pose cette question, toutes ces inégalités, en fait, qui se produisent des petits, où l'État, aujourd'hui, se désengage, excusez-moi du terme, et on finit par faire appel aux associations d'accompagnement scolaire, aux associations qui vont distribuer. Voilà. Donc, on a l'impression qu'il y a un désengagement de l'État, tout ce qui est accès aux droits, et en fait, on file le bébé aux autres, parce que il faut aider les autres, et on se retrouve avec moins d'argent, voilà. Ces associations, elles veulent faire le travail, et elles n'ont pas forcément les moyens aussi. Donc c'est un cercle vicieux, pour moi c'est paradoxal. Donc on pourrait revenir aussi un peu à les fonctions régaliennes de l'État, ramener un peu dans l'école l'esprit d'entraide et de comment faire grandir pour préparer la relève après. Merci. Peut-être... Oui, d'abord la première question... Oui, du coup pour la première question, nous du coup on s'est créé pendant le Covid, donc en septembre 2020 on commençait à faire nos distributions alimentaires et justement à ces distributions alimentaires, ce qui est beaucoup ressorti de la part des bénévoles mais aussi des bénéficiaires de l'association, il y a beaucoup de personnes qui disaient en fait que c'était les seuls moments du coup où ils pouvaient sortir de chez eux et voir des étudiants en fait... voir des étudiants pendant cette période-là. En plus, à nos distributions alimentaires, on essaye toujours que ce soit un peu festif, on met de la musique, etc. Et du coup, tout le monde était très content en fait, de pouvoir se retrouver. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu un énorme engagement dès le début par énormément d'étudiants. Après, pour l'évolution, je ne pourrais pas répondre très précisément. Mais après, nous, les activités maintenant qu'on propose, on fait de temps en temps des soirées. On fait aussi... on a repris... tous les lieux aussi ont repris et on fait du coup des activités dans les lieux culturels. On va avoir des matchs de foot, par exemple, ou d'autres sports. Et voilà. Sur la deuxième question, il y a peut-être un point qu'on peut isoler en particulier, c'est la question du fait de savoir si les inégalités commencent plus jeunes. Parce que là, on parle des jeunes, on ne sait pas très bien quand ça commence. Les cartes SNCF, on a vu, c'était à partir de 12 ans, mais en fait, on est jeune quand on est enfant aussi. Et dans quelle mesure les inégalités, les discriminations, on les hérite, elles sont aussi le produit de sa socialisation. Et quand on est jeune en emploi ou jeune étudiant, on a aussi derrière soi ce parcours, cette trajectoire. Ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Sur effectivement les carrières et les effets, je disais, cumulatifs, bien sûr qu'il y a tout un enjeu à les prendre au départ, mais en fait, effectivement, on ne peut pas, quand on est dans l'action publique, se dire on va recommencer depuis là et tout va bien après. C'est qu'on est obligé aussi de répondre à l'ensemble des difficultés, mais on peut être en mesure de questionner effectivement dans quelle mesure dans les situations, et notamment au
parcours de l'enfance et ce qui se pose par exemple de manière très particulière aussi, puisque là on parlait du terme de jeunesse qui a évolué, y compris les découpages temporels de la jeunesse, etc. Mais en fait on parle de majeur quand on parle après 18 ans. Mais ce qui se pose, et je l'évoquais avec le terme de minorité, c'est qu'on a des personnes majeures d'un point de vue légal, mais en situation de minorité d'un point de vue de leur rapport au pouvoir. La pratique, par exemple, politique des jeunes, c'est la catégorie d'âge dans laquelle on a le moindre participation. D'un point de vue, bien sûr, on disait des revenus, c'est assez largement documenté. Donc là aussi, rentrer dans la, on va dire, dans la vie adulte, ou en tout cas dans la majorité, dans ces conditions-là, qu'est-ce que ça a comme effet sur les futurs adultes et les futures générations? Je pense qu'il y a des choses qu'on ne met pas suffisamment en avant parce qu'on n'arrive pas à penser les effets de génération et les conséquences. Alors ça avait été un peu évoqué au moment du Covid sur les lycéens sans bac, les étudiants sans premier examen en présence, etc. Et je pense qu'on ne réfléchit pas assez en termes de génération, parce qu'on ne réfléchit peut-être plus suffisamment assez en politique sur le temps long. Et que, de fait, on n'arrive pas forcément à penser que la conséquence de la politique qu'on mène à tel moment parce qu'on avait telle contrainte budgétaire ou parce qu'il fallait répondre à tel enjeu, etc., il va avoir un effet sur le futur. Et de la même manière sur la question finalement environnementale. On a du mal à la penser parce que c'est une question de long terme, voire d'extrême long terme, des fois quand des scientifiques nous font des projections, etc. Et je pense que ça renvoie aussi à des questions de penser le temps long et d'agir sur le temps long, ce qui suppose aussi de ne pas changer des dispositifs, par exemple, de manière récurrente. Je le dis par rapport à la question des discriminations qu'on a étudiée, l'absence de dispositif national et structurant sur cette question et le laisser à la bonne volonté politique locale et du coup à des changements de majorité politique qui entraînent des politiques qui commençaient à être mises en œuvre et qui repartent à la case zéro avec un changement politique. Et ça, bien sûr, ça a des coûts, là aussi, que je trouve qu'on ne met pas suffisamment en avant. Vous vouliez ajouter un mot? Non. Bien, mais je vous remercie. Je pense qu'on va... Ah, pardon? Oui. Vous vouliez ajouter un mot? Pardon. Excusez-moi. Je vous laisse la conclusion alors de la table ronde. Oui, du coup, c'est une grosse pression. Alors que je voulais juste apporter un petit complément sur l'enjeu des inégalités qu'on a déjà avec soi ou auxquelles on est confronté même avant l'entrée dans cette phase de transition qu'est la jeunesse, en faisant référence à un exemple qui permet de constater un peu ce poids différencié dans le groupe des jeunes que moi j'ai pu rencontrer, ou des étudiants plus largement, c'est-à-dire comment est-ce que selon la classe sociale, par exemple, on ne part pas du même point de départ au début des études et pendant les études et même après les études. Et là, je voulais faire référence au travail de mes collègues Thomas Venet et Inès Jonot, qui ont étudié cette question à partir du prisme de la cohabitation. Donc on le sait, c'est important de peut-être pouvoir avoir son propre logement, où le logement autonome est une partie importante de cette étape de la jeunesse, de l'âge adulte ensuite. La cohabitation, elle peut être vue comme quelque chose qui protège, et en même temps, ça peut être quelque chose de contraint. Chez les étudiants dont le père est ouvrier, 41% dans leur enquête cohabitent avec leurs parents, 39% dont le père est employé, alors que c'est 27% quand le père est cadre. Et donc, il y a quand même une forte contrainte de la classe sociale qui se joue avant même l'entrée dans les études, pendant les études et après les études aussi, dans la possibilité de faire l'expérience de l'autonomie du logement. Voilà, donc c'était juste pour donner cet exemple-là. Merci de cette précision. Merci à toutes et tous pour votre attention. Voilà, pardon ? Une question ici. Il y avait une question. Ouais. Moi, je veux bien, mais allez-y, madame. Très rapidement, bonjour. Monsieur, pardon, je ne vois pas. Hélène Anaïs, étudiant en sociologie. En lien avec les inégalités territoriales, je m'interrogeais sur un angle mort qui est la situation des jeunes ultramarins
nous ne sommes pas sans savoir que nombreux indicateurs concernant les jeunes, donc que ce soit le taux de chômage ou la proportion de NEET, est bien plus supérieure aux taux nationaux. Et je m'interrogeais sur la difficulté de la recherche, donc à produire une connaissance, mais également des statistiques qui pourraient être exploitables par la suite pour mener des politiques publiques. Et en parallèle, sur le terrain, ce qui a été fait, je crois que Clara Obermeyer a évoqué la création d'une distribution en Martinique. Est-ce que ce sera fait sur d'autres territoires, et peut-être un premier retour sur cette nouvelle distribution? Voilà. Alors, l'antenne du coup en Martinique, elle vient d'être créée. La distribution va arriver cette semaine en fait, donc elle n'a pas encore eu lieu. Mais du coup, ça va être une antenne indépendante comme toutes nos antennes. L'idée au début, ça va être plutôt une distribution tous les mois, et puis après, progressivement, en fonction du développement de l'antenne, ça sera toutes les semaines, voire à terme, comme à Paris, plusieurs par semaine. Et à La Réunion aussi, il y a des projets. Et puis après, partout où il y a des étudiants qui sont motivés et qui ont des besoins, on vient pour s'implanter et pour les aider. Juste pour répondre aussi à cet angle mort ou la difficulté de la recherche sur ces questions des précarités de jeunes ultramarins, il y a des recherches produites ou soutenues par l'INJEP qui permettent d'éclairer un peu la situation des jeunes ultramarins. On a eu la chance, dans le cadre du petit film qu'on a réalisé, de pouvoir avoir le point de vue de jeunes en Martinique, justement parce qu'il y avait une visite organisée, ou en tout cas une série d'événements organisés par les équipes de la revue Agora Débat Jeunesse. Donc on est bien sensible à cette question. Après, en effet, pour des recherches qualitatives, il y a des formes d'obstacles, juste parce que ça s'organise, qu'il y a des coûts pour aller dans les territoires ultramarins faire ces recherches. Mais c'est sûr que c'est une question importante, et vous avez raison de la souligner. Merci. Ben voilà, donc on achève cette première table ronde. Et merci beaucoup à vous quatre.